Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux belles soirées de l'Université de Montréal. On a le plaisir d'accueillir ce soir Rachad Antonius, qui est professeur à l'Université du Québec à Montréal. Il est sociologue. Il est aussi un expert du Moyen-Orient. La conférence Le choc de Daesh ne fait pas partie de notre programmation régulière. Je pense que vous l'avez vu. En fait, Rachad Antonius m'a contacté suite aux événements terroristes de novembre 2015. Il suggère ce soir une présentation d'1 heure qui sera suivie d'une longue période de questions, de commentaires. Donc, vous aurez la possibilité de lui adresser vos questions et vos commentaires à la fin. Bonne soirée. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu. Alors, aujourd'hui, je voulais comme mettre un tout petit peu en contexte la situation de Daesh, pas seulement à cause de Daesh, mais aussi à cause des événements qu'on a vécus dans certains pays occidentaux, mais qui sont aussi le quotidien de beaucoup d'autres pays, en Afrique, Boko Haram, en Libye, dans le Sinaï, ce qu'on appelle aujourd'hui le terrorisme. Je vais mettre ces mots en guillemets parce que je vais les éviter comme terme analytique. Mais ce que les médias appellent le terrorisme international est devenu très présent, puis il est lié à l'État islamique. On le lit dans les analyses de l'État islamique. Donc, qu'en est-il? Alors, premièrement, il faut commencer par constater que quand l'État islamique est arrivé et qu'il a déclaré le califat, ça a pris beaucoup de gens par surprise. Et les gens ne s'attendaient pas, c'est-à-dire les observateurs, qu'ils soient au milieu académique ou politique ou journalistique, ne s'attendaient pas à ce qu'un groupe djihadiste prenne aussi rapidement autant d'importance. Et là, il y a eu toutes sortes d'analyses qui sont sorties, puis le but de cette réflexion que je veux faire avec vous, c'est de faire un peu la part des choses, puis d'essayer de mettre un peu d'ordre dans ces idées. Alors, est-ce que Daesh est avant tout un groupe terroriste? Est-ce que c'est un mouvement de libération? Est-ce qu'il s'explique surtout comme le dirait par exemple quelqu'un comme François Burga, est-ce que c'est avant tout ceux qui ont été marginalisés, exclus du pouvoir, exclus des bienfaits, qui se révoltent? Est-ce que c'est avant tout ça? Est-ce que c'est plutôt une création américaine, comme le présentent certains groupes, certains analystes, sérieux par ailleurs, mais quelquefois qui exagèrent? Alors, c'est quoi? Est-ce que c'est un mouvement de libération? Est-ce que c'est une guerre sunnite-chiite? Est-ce que c'est quoi? Donc, moi, je pense que c'est un peu de tout à la fois. C'est un peu de tout, et le but de cette réflexion, c'est de proposer une façon de mettre en place ces divers éléments. Alors, je commencerai par vous proposer une sorte de cadre théorique qui est le suivant. Dans les explications qui sont proposées, on invoque souvent les variables socio-économiques. On dit les gens de Daesh ou les jeunes Français qui ont commis les attentats du 13 novembre sont des gens qui sont exclus, qui sont marginalisés, qui vivent des injustices, et c'est une réaction avant tout à ça. Et il y a eu des débats sans fin sur cette question des injustices qu'ils vivent comme explication, contre une autre explication qui dit non, ça c'est l'islam politique, c'est les islamistes qui sont des terroristes, contre une troisième explication qui dit c'est les Américains qui manipulent tout, ou c'est l'État français qui a fait ça, et c'est des gens qui, par ailleurs, dans leur vie professionnelle, sont des gens très sérieux, qui peuvent être des professionnels, des ingénieurs, des avocats, et qui ont cette obsession d'expliquer le terrorisme comme étant avant tout le résultat d'une manipulation par des puissances occidentales. Et je crois que chaque explication a ses raisons. C'est-à-dire les gens qui proposent cette explication refusent de voir un certain nombre de choses. Par exemple, dans la mouvance qu'on dit progressiste, les gens plutôt de gauche, on fait une longue réflexion sur ce qu'on appelait l'orientalisme,
sur le surinvestissement de la culture en disant c'est la culture islamique, c'est la foi islamique, c'est le dogme qui est responsable de tout. Et donc, en réaction à ça, ils disent non, c'est pas l'islam, ça n'a rien à voir avec l'islam. Et cette phrase que Daesh n'a rien à voir avec l'islam, je l'ai entendue un nombre incalculable de fois, de gens qui disent regardez ce que l'État islamique fait, le groupe armé État islamique fait, ça n'a rien à voir avec l'islam. L'islam est une religion de paix et c'est pas ça, c'est pas nous ça. Bon. Alors, comment on met de l'ordre dans tout ça? Moi, je crois qu'il ne faut avoir peur d'aucun tabou. C'est-à-dire, on va essayer de regarder les choses telles qu'elles sont. Il y a des questions plutôt délicates. Ben, il faut trouver un moyen de les incorporer dans l'analyse. C'est sûr que la culture politique joue, mais de quelle façon elle joue? Et si on ne l'incorpore pas bien dans l'analyse, ben, ça peut donner lieu à des lectures plutôt xénophobes ou racistes ou islamophobes qui vont essayer de mettre tout ça sur le dos de la culture islamique. Alors, quelle est la place des choses? Moi, ce que je veux vous proposer comme cadre, c'est l'élément suivant, enfin les 3 éléments suivants. Je pense qu'il faut voir Daesh et les détails de son émergence vont confirmer ce que je vous dis. Je vais essayer de démontrer ce que je vous dis. Il faut voir 3 dimensions. Premièrement, une dimension socio-économique et politique, c'est-à-dire il y a un certain nombre de variables socio-économiques et politiques qui expliquent qu'on veuille se révolter. Alors, dans la lecture que je vous propose, ces variables socio-économiques et politiques, elles expliquent le désir de révolte, mais elles n'expliquent pas l'orientation que prend la révolte. Le fait de vouloir se révolter contre l'injustice, c'est universel. Que vous ayez en France, en Irlande, en Espagne ou au Québec, quand il y a des injustices, les gens se révoltent. Et si le système ne prend pas ne tient pas compte de leurs revendications pendant de longues années et que le système est complètement bouclé, ben, les gens se révoltent par la violence. Et ça, c'est universel. Donc, une partie de l'explication revient à dire que allons voir quels sont les facteurs socio-économiques, d'inégalité, de marginalisation sociale, de marginalisation politique qui peuvent expliquer cette révolte-là, l'existence de cette révolte. Et ça explique des choses et c'est une dimension fondamentale. Mais ensuite, quelle forme prend la révolte? Quels sont les objectifs qu'elle se fixe? Qui on désigne comme étant l'ennemi? Ça ne s'explique pas par l'injustice. Il faut aller voir la culture politique et voir comment la culture politique informe et oriente la façon dont on se révolte. Alors, donc cette deuxième dimension va nous permettre de voir, de comprendre un certain nombre d'aspects que prend la révolte de Daesh. Je vais faire une petite parenthèse. J'ai des fois employé Daesh, des fois je vais employer l'État islamique et je vais expliquer pourquoi, mais je vais juste finir mon schéma de 3 dimensions. Donc, dimension socio-économique qui explique le fait qu'on veuille se révolter, dimension qui est culturelle. Et dans la culture, j'inclus la religion, c'est-à-dire la façon dont la religion est instrumentalisée pour orienter une révolte. Ça explique quelle forme prend la révolte. Quand Daesh décide de tuer des femmes ou de prendre en esclavage des femmes yézidites parce qu'elles refusent de se convertir, ça ne s'explique pas par l'injustice économique. L'injustice économique n'explique pas ça. Il y a eu des révoltes partout dans le monde. C'est très rare qu'on théorise et qu'on justifie sur des bases religieuses le fait qu'on va réduire les femmes du groupe qu'on a vaincu, qu'on les réduise en esclavage sexuel et en butin de guerre. Il faut voir qu'est-ce qui explique ça. 3e dimension, la dimension géopolitique. La dimension géopolitique explique 2 choses. Explique l'exacerbation des facteurs économiques parce que, en plus de la marginalisation économique et politique, il y a un sentiment qu'on vit une injustice en tant que peuple. Donc, ce n'est pas juste les gouvernements qui nous écrasent, c'est des puissances extérieures qui nous colonisent, qui prennent nos terres, et ainsi de suite.
Et donc ça, c'est un élément. Mais il y a un autre élément. C'est que un groupe peut être utilisé, instrumentalisé par des forces extérieures. Et ça explique toute une autre sorte de choses. Si on essaie de comprendre pourquoi le groupe armé État islamique ou Daesh a pris tellement de pouvoir et tellement vite, ça ne s'explique ni par la première dimension, la révolte, ni par la deuxième, l'idéologie politique. Ça s'explique par un troisième type de facteurs qui sont conjoncturels, qui dépendent de la période dans laquelle on se trouve et qui dépendent aussi de qui vous appuie et qui vous fournit quel type d'aide. Et c'est ces trois éléments ensemble qui permettent de comprendre le phénomène. Et si on essaye d'isoler l'un des trois, il y a des bouts qu'on ne comprend pas. Alors on peut être très bien intentionné en disant « Oui, mais nous, on veut pas avoir l'air de blâmer l'islam. » On n'est pas en train de blâmer l'islam, on est en train de voir comment une certaine idéologie religieuse entre en jeu pour orienter une action politique. Bon. Et là, on va essayer de mettre en place tous ces éléments. Alors, à partir de ce cadre, je vais essayer de voir un peu les faits, qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain, comment Daesh est arrivé. Il y a des événements historiques immédiats. Immédiats, ça veut dire les 15 dernières années. Et puis à plus long terme, ça veut dire les 50 puis les 200 dernières années. Et puis, il y a des conditions socio-économiques, donc on va essayer de mettre tout ça ensemble. Mais avant, je voudrais être sûr qu'on s'entend sur les termes que je vais utiliser. Donc, quand je parle de Daesh, c'est l'acronyme arabe en Irak et au Levant. Alors, pourquoi cet acronyme-là? C'est parce que dans ses débuts, et je vais en parler tout de suite, Daesh a évolué à partir d'un groupe djihadiste. Alors, je vais expliquer le mot djihad dans 2 minutes. Et au départ, c'est séparé de l'organisation de la nébuleuse Al-Qaïda, qui était dirigée par Ben Laden jusqu'à sa mort et par Ayman al-Zawahiri après. Donc, elle s'est séparée de cet organisme et s'est constituée en organisme indépendant qui a dit, nous, on va faire un État local avec une stratégie un peu différente de Al-Qaïda. Donc, ils sont appelés comme ça. Puis, à partir du moment où en Syrie, la guerre a commencé, vers la mi-2011, début 2012, ce groupe s'est étendu en Syrie et a élargi son action et a changé de nom et a éventuellement adopté le nom État islamique tout court et avec une ambition vraiment beaucoup plus large que la Syrie et l'Irak et avec des groupes dans divers pays, en Libye, en Égypte, en Éthiopie, en Somalie, pardon, en Afrique centrale, qui ont affirmé leur allégeance à ce groupe. Bon, alors, je vais employer le mot Daesh parce que c'est celui qui est le plus courant. Techniquement, Daesh n'existe plus. C'est l'État islamique tout court. Ce n'est plus l'État islamique au Levant et en Syrie, ou au Levant, en Irak et en Syrie, ou bien en Irak et au Levant. Et je vais employer aussi le mot djihadiste, salafiste et wahhabite. Alors, je vais expliquer ces mots. Le mot djihadiste est utilisé maintenant pour désigner des rébellions armées qui ont une composante religieuse importante, dans laquelle les militants expliquent et justifient et orientent leur action en le qualifiant de djihad. Djihad, en langue arabe, signifie une chose avec 2 composantes. Il signifie la lutte, mais il signifie, si on regarde un peu l'exégèse du Coran, les courants religieux depuis leur début, c'est souvent ce que beaucoup de musulmans considèrent le djihad le plus important, c'est le djihad qu'on fait contre soi-même, c'est-à-dire se discipliner pour être une bonne personne. Et ça a été le sentiment et la définition qui a été utilisée le plus souvent. Si vous connaissez quelques personnes en provenance du Proche-Orient, il y en a plusieurs, j'ai plusieurs amis dont le prénom c'est Djihad. Alors, dont certains sont chrétiens d'ailleurs.
Alors, donc, ce sont des chrétiens arabes, donc, qui s'appellent djihad. Et le mot djihad, dans ce sens, n'a pas la connotation de guerre, mais a la connotation d'effort qu'on fait sur soi-même pour être une meilleure personne. Donc, ça, c'est une dimension du mot djihad. Mais le mot djihad veut aussi dire la guerre sainte. Et pour le courant de l'islam politique, dont je vais dire quelques mots plus tard, c'est cette dimension de guerre sainte qui est la plus importante. Alors, il y a un nombre incalculable de groupes, non, calculable, mais très grand, de groupes islamistes qui ont inclus dans leur nom, dans le nom de l'organisation, le mot djihad. Alors, eux, ils justifient une action politique essentiellement comme étant une façon pour les musulmans de se libérer et de reprendre le contrôle de leur territoire et quelquefois de prendre le contrôle des territoires qui ne leur appartiennent pas encore, avec l'idée de un jour on va les prendre. Alors le mot djihad a cette connotation à la fois violente et inspirée par à la fois une idée défensive, et ils emploient le mot djihad défensif, et quelquefois une idée agressive où ils emploient le mot le djihad conquérant. Donc ces deux nuances du concept, djihad défensif et agressif, existent dans le djihad militaire, qui est le sens primordial accordé à ce mot-là par les groupes islamistes contemporains. Alors, avant d'aller dans l'histoire qui a fait émerger ces groupes, juste deux autres précisions. Vous avez peut-être vu, entendu le mot wahhabisme et le mot salafisme. Alors, le wahhabisme, c'est une forme particulière de salafisme. Ça veut dire quoi, le salafisme? C'est un courant de pensée qui s'est traduit en organisation. C'est-à-dire, c'est un courant de pensée qui s'est traduit politiquement, qui estime que la seule bonne façon de comprendre l'islam, c'est de retourner à la façon dont vivaient les tout premiers musulmans, le prophète en premier lieu, et ses disciples immédiats, et de retrouver le sens primordial de l'islam en collant au texte original, donc le Coran avant tout, et la sunna, c'est-à-dire la façon dont le prophète vivait, et lui et ses compagnons. Alors, dans ce salafisme, il y a un salafisme qui se dit lui-même, en arabe, qui se désigne comme étant le salafisme scientifique. Et pour ce courant, être salafiste, ce n'est pas faire la guerre, c'est essayer d'étudier les textes de fond pour comprendre quelle est la meilleure façon d'être un bon musulman. Et donc le salafisme inclut un retour au texte, des discussions, des lectures, et il y a une production intellectuelle énorme attachée au salafisme. Quand on dit, petite parenthèse pour mentionner Daesh de nouveau, quand on dit que ces gens n'ont rien à voir avec l'islam, c'est pas vrai. Il y a tout un courant qui discute dans des textes longs, détaillés, argumentés, la nécessité et la justesse de faire une guerre qui sème la terreur dans l'esprit de l'ennemi. Et ils emploient le mot terreur. Et ils l'expliquent, ils vont voir les textes du Coran, ils vont voir comment l'histoire de l'islam dans ses premières années. Et il y a tout un travail intellectuel d'explication. Donc le salafisme n'est pas, c'est pas quelque chose de superficiel. Des fois, vous entendez des analystes qui disent oui, regardez les terroristes qu'on a radicalisés, c'est des pauvres gens qui sont mal dans leur peau, qu'on a pris, qu'on a envoyés en Syrie. C'est pas vrai. Alors, il se peut bien qu'il y ait quelques-uns qui soient comme ça, mais on n'occupe pas un pays plus grand que l'Irak, parce que la zone occupée maintenant par l'État islamique, c'est plus grande que l'Irak. On n'occupe pas un pays plus grand que l'Irak avec des gens qui sont mal dans leur peau, qui se cherchent. Il y a une théorie politique en arrière.
il y a une conception de la guerre, il y a des objectifs stratégiques, et il y a des gens qui pensent. Et les porteurs de l'islam politique le plus violent ne sont pas des gens marginalisés économiquement qui se cherchent. Ce sont des gens super éduqués, en général beaucoup plus souvent des techniciens que des gens de sciences humaines, et plus d'ingénieurs, d'informaticiens, de médecins, et peu de philosophes, mais peu de littéraires, par exemple, mais des gens donc, qui ont une certaine éducation et qui passent des années à lire et qui peuvent vous citer non seulement le Coran par cœur, mais ils vont dire tel auteur du XIIe siècle a répondu de telle façon à tel autre auteur du XIe siècle. Donc, vous voyez, il y a un travail intellectuel très profond derrière ce qu'on appelle le salafisme. Alors, une forme particulière de ce salafisme, c'est le wahhabisme, qui est né en Arabie Saoudite au XVIIIe siècle et qui prônait un retour mais extrêmement strict, puritain, rigide aux règles de l'islam telles qu'elle les voyait, et qui était complètement marginal à l'époque et considéré comme une hérésie par la plupart des musulmans. Il s'est trouvé qu'un clan parmi les divers clans d'Arabie s'est allié avec ces gens-là et a constitué une force militaire qui a utilisé cette vision de la religion pour recruter des gens et qui s'est imposée militairement avec l'aide des Britanniques. Et sans l'aide systématique, avec des armes, de l'argent et des promesses politiques des Britanniques au clan saoud, il n'y aurait pas eu d'Arabie saoudite. C'est l'Arabie saoudite est le résultat d'un facteur local, mais ce facteur local serait resté marginal et secondaire sans l'appui de la Grande-Bretagne, qui l'appuyait contre d'autres forces parce que ça faisait son affaire. Là, on a déjà une petite idée de comment les facteurs géostratégiques interagissent avec les facteurs locaux. Mais je vais arriver à ça un peu plus, je vais élaborer cette idée un peu plus. Bon, alors je reviens à mes trois grandes dimensions, dimension socio-économique, dimension idéologique, dimension géostratégique. Comment est-ce qu'elles ont pu jouer ensemble? Il y a un facteur qui est structurant, qui rend tout ça possible. Ce facteur structurant, c'est une sorte de vide politique ou de chaos politique qui dure depuis à peu près une centaine d'années. Alors, je ne vais pas commencer par ça. Je vais juste mentionner le fait que tout ce dont je vais parler maintenant n'est possible que parce que les États de la région ne se sont pas institutionnalisés. Le mot institutionnalisé, que veut-il dire? Il ne suffit pas pour qu'il y ait un État qui fonctionne comme un État, il ne suffit pas qu'il y ait une organisation avec des ministères et une armée et des frontières et une police et un chef d'État. Ça ne fait pas un État, ça. Ça fait une organisation, ça ne fait pas une institution. Une institution, en plus d'une organisation, incorpore des valeurs, une vision du monde, une façon de légitimer ses actions qui est partagée et qui garantit une légitimité à l'organisation et une continuité et qui fait qu'on sait à quoi s'attendre. Quand il y a un État bien en place et qu'on fait une action militaire ou une action politique, mettons, qui ne s'insère pas dans un cadre très précis, ben, l'État sévit. Mais quand l'État n'existe pas, les forces sociales agissent, je ne dirais pas au jour le jour, mais agissent en fonction des rapports de pouvoir locaux et immédiats, qui sont négociés à tous les jours. Et donc, on ne peut pas construire un État avec ça. On ne peut pas construire une société. On ne se rend pas compte, nous, mais il faut réaliser que la stabilité dans laquelle on vit maintenant, c'est le résultat de centaines d'années de mise en place d'un système, d'une légitimité de l'État. Même si on n'est pas d'accord avec la légitimité d'un gouvernement, une société stable comme celle du Québec ou du Canada
est d'accord sur le fait qu'on va trancher les questions par les bulletins de vote. Bon, on n'est pas toujours satisfait, ça laisse plein de problèmes non résolus, mais c'est l'opinion générale. Et cette opinion-là, elle est le résultat de 200, 300 ans d'évolution depuis les révolutions françaises, anglaises et de la guerre civile américaine. Donc, ce n'est pas des choses qu'on improvise. Dans le cas du monde arabe, ce qui facilite l'émergence de la situation actuelle, c'est que les États ne sont pas parvenus à la maturation qui fait que ce sont des États qui ont des institutions et qui fonctionnent comme institutions. C'est toujours l'arbitraire qui joue, même quand il y a une apparence d'État, c'est l'arbitraire, et c'est la pensée tribale qui est toujours présente. La pensée tribale n'est pas basée sur l'institutionnalisation. La pensée tribale est basée sur les liens que vous avez avec votre parenté comme garantie de votre sécurité. Vous vous sentez sécure parce que si quelqu'un vous attaque, il y a derrière vous toute une tribu qui va prendre votre défense. Ce n'est pas en fonction des lois que vous allez être défendu. C'est en fonction de qui vous attaque et qui ne vous attaque pas et qui vous défend. J'ai un ami qui a vécu en Jordanie très récemment et puis qui me racontait une anecdote assez saisissante. Une dispute ordinaire entre deux chauffeurs de taxi, une sorte de rage du volant. Et un des chauffeurs sort et commence à insulter l'autre. Et l'autre le regarde avec un sourire très condescendant. Il lui dit, tu veux me trancher la tête? Vas-y, viens. Je veux juste que tu saches que je suis de telle tribu. Et l'autre, excuse-moi, pardon, je voulais pas te... Ça s'est réglé comme ça. Et c'est pas inhabituel. C'est pas inhabituel, c'est-à-dire que dans le système tribal, votre sécurité personnelle dépend de qui va vous défendre si on vous attaque. Et ça permet aux gens de fonctionner en l'absence d'institutions. Ce n'est pas en tant que citoyen que je suis défendu, c'est en tant que membre de telle tribu ou de telle autre tribu. Alors ça, c'est très profond. Posez-vous la question, comment se fait-il que dans un grand nombre de républiques arabes issues de l'indépendance, c'est les enfants du président qui succèdent au président? En Irak, Saddam Hussein préparait ses deux enfants, Louaï et Qusay, je crois, à prendre la relève. En Syrie, Bachar a pris la relève de Hafez al-Assad. En Égypte, Moubarak poussait Gamal Moubarak, son fils, et une des raisons qui a fait déclencher les révoltes et qui a fait que l'armée a appuyé les révoltes, c'est que l'armée ne voulait pas voir Gamal Moubarak arriver. Même en Palestine, quand Abou Mazen, le président de l'Ouad, négocie avec le Canada, il envoie des fois son fils. Quand on a vu la Libye, République Jamahiriya, se décomposer, c'est Saïf al-Islam qu'on a vu, le fils de Qaddafi. Et ainsi de suite. Donc, les systèmes politiques arabes ne se sont pas institutionnalisés. Et ça signifie que ce ne sont pas des États de droit, et donc ça signifie que la compétition pour le pouvoir se fait de façon, je dirais, presque tribale, et que dans le chaos qui en résulte, ça devient facile de manipuler les gens. Je veux élaborer ce point encore un tout petit peu avant d'aller au cœur de la question, parce que ça va permettre de mettre en place beaucoup de choses. Quand il n'y a pas de consensus large dans un pays sur le système de gouvernement, qu'il n'y a pas ce consensus, qu'est-ce qui arrive? Il y a quelqu'un qui est au pouvoir, les autres le contestent. S'ils ne sont pas contents, qu'est-ce qu'ils vont faire? S'ils ne sont même pas d'accord, pas sur le gouvernement, mais sur le système de pouvoir, sur la constitution, éventuellement, ils vont prendre les armes. Ce n'est pas propre au monde arabe, c'est arrivé en Europe tout le long. Il y a eu des périodes de guerre très violentes jusqu'à ce qu'un pouvoir se soit établi. Il ait établi son hégémonie, donc son contrôle, sa prédominance, et que les autres reconnaissent
l'hégémonie du système et fonctionnent dans le cadre du système. Ils reconnaissent qu'ils ont été défaits, puis se rangent, et puis bon, après ils essayent de monter dans le pouvoir à l'intérieur des règles établies. Mais il y a des règles établies qui sont, dans un premier temps, imposées par la force suite à des guerres. Il faut regarder l'histoire de la France, l'histoire de la Grande-Bretagne, pour voir que la démocratie qu'on vit actuellement a été le résultat de guerres très longues et très violentes avant qu'un système devienne hégémonique et que la société s'engage à le respecter. Bon. Qu'est-ce qui arrive dans la région arabe? Étant donné que c'est une région stratégique importante, chaque fois qu'il y a un acteur politique qui devient hégémonique, qui gagne, qu'est-ce qui arrive? Il se trouve une puissance extérieure qui n'est pas contente et qui finance les perdants, qui les finance, qui les appuie militairement, logistiquement, politiquement. Et là, au lieu d'être écarté, qu'il y ait un système hégémonique et puis qu'on puisse fonctionner dans le cadre de la loi, la guerre reprend. Et elle reprend, et puis à un moment donné, un autre groupe devient hégémonique, et il y a un autre groupe qui va aider les perdants. Et si vous regardez un peu ce qui se passe depuis 60 ans, depuis l'ère des indépendances, c'est ça qui se passe. Il y a une série de guerres où une force politique, un acteur politique commence à prendre le dessus, et les autres acteurs qui sont perdants trouvent un parrain étranger, les parrains étrangers le refait venir dans la guerre et ça se perpétue. Donc, on a une situation de chaos qui dure depuis très longtemps. Et on va voir comment ces facteurs-là expliquent beaucoup l'émergence de ce qu'on appelle Daesh et son extension et évidemment les répercussions que nous, on a en Occident. Alors, après cette longue introduction, je peux arriver au groupe Daesh, l'État islamique lui-même, pour voir comment il est arrivé au pouvoir et voir comment ces trois dimensions ont joué. Alors, je vais commencer par la première dimension que j'ai mentionnée, la dimension socio-économique et de marginalisation politique. On peut mettre ça sur le dos en partie de deux acteurs principaux, les Américains et le gouvernement chiite qui est arrivé au pouvoir dans la foulée de l'invasion américaine de 2003. Pourquoi? Comme la plupart d'entre vous le savent sans doute, c'est qu'avant 2003, il y avait une dictature, mais vraiment sanguinaire, là, très violente, celle de Saddam Hussein, qui écrasait ses opposants politiques sans vergogne et qui, en même temps, finançait généreusement les universités, avait un programme d'éducation très important. L'Irak était le pays où le taux d'alphabétisation des femmes était de 96%. Et il était bien en avance de tous les autres pays arabes. Des bourses pour les étudiants, une certaine liberté pour les artistes qui faisaient de l'art contemporain, une tradition intellectuelle de lecture, d'art, de poésie, de littérature extraordinaire, avec, quand ces artistes attaquaient directement le régime, prison et torture, ou simplement disparition, ou assassinat. Donc un régime très violent, mais qui avait une certaine légitimité, sa légitimité n'était pas celle de la démocratie, mais il y avait d'autres dimensions à la légitimité. Il garantissait un bien-être, c'était un État-providence, il garantissait un bien-être à bien des gens, et les gens mangeaient, allaient à l'école, s'instruisaient, mais il valait mieux ne pas être trop dissident au niveau politique, et à la limite, il fallait même être membre du parti au pouvoir, le Ba'ath. Sans ça, si vous étiez un intellectuel universitaire, que vous refusiez de signer votre carte de membre, mal vous en prenez. Donc c'est un système extrêmement autoritaire. Et ce système s'est trouvé à être concentré à cause de la façon dont les indépendances se sont faites. Il y a eu des coups d'État, des contre-coups d'État. Et finalement, ça a été un groupe autour de Saddam Hussein qui a pris le pouvoir. Saddam Hussein venait de Tikrit. Je vous ai expliqué que la plupart des États arabes post-indépendance n'étaient pas vraiment institutionnalisés. Quand il n'y a pas d'institution, à qui vous faites vraiment confiance? À votre famille immédiate, à votre clan, à votre famille étendue. Et donc, petit à petit,
Saddam Hussein s'est mis à recruter les gens dans son village au point qu'on considérait que le système, que l'élite au pouvoir en Irak était essentiellement du village de Tikrit, qui est le village de Saddam Hussein, au Tikrit. Et donc, il s'est trouvé qu'il y a eu un régime au pouvoir qui était non seulement de ce village, mais essentiellement sunnite, parce que Saddam Hussein était sunnite. Et il était sunnite à ses débuts, non pas par choix, comment dire ça, par choix communautariste. C'est pas parce qu'il disait je veux des sunnites. Il disait je veux des gens en qui j'ai confiance. Et les sunnites qui n'étaient pas proches de lui subissaient la prison et de façon extrêmement violente. Donc les sunnites n'étaient pas nécessairement privilégiés. Mais comme le système de clientélisme vertical qui a résulté est un système tribal, Saddam Hussein recrute ses aides, qui recrutent leurs aides sur la base de la confiance. Ça finit par produire un système où les sunnites sont au pouvoir. Et il y a quelques chiites qui sont au pouvoir et les autres chiites sont marginalisés. Sauf qu'en Irak, la majorité était chiite et la minorité était sunnite. Donc vous aviez une minorité qui gérait le pays et gouvernait et qui imposait sa loi à la majorité, mais tout ça, ce n'était pas dit, ce n'était pas théorisé, ce n'était pas justifié. On ne disait pas « il faut que les sunnites gèrent ». C'est juste à cause du système de non-confiance, à cause du manque d'institutionnalisation, la seule façon de survivre, c'était d'avoir autour de soi, pour le gouvernement, des gens extrêmement, des gens envers qui on pouvait avoir une confiance absolue et aveugle, et donc on se retrouvait à recruter des gens de sa communauté. Bon, résultat, les chiites sont marginalisés. Quand les Américains arrivent, ils font une erreur absolument majeure. Ils décident de mettre à la porte tous les fonctionnaires et les gens de l'armée qui travaillaient pour le gouvernement de Saddam Hussein et qui se trouvaient à être pour la majorité sunnite. Et ils mettent en place un régime essentiellement chiite. Bon. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ces gens-là se sentent vraiment marginalisés. Des officiers importants se trouvent à devoir quasiment mendier. Et tout ça suit une période de 12 ans de sanctions qui ont été imposées contre l'Irak, qui faisait que la situation économique était extrêmement difficile. Donc, quand les groupes djihadistes commencent à dire nous devons nous battre contre les Américains parce que ce sont des mécréants, parce que ce sont des occupants, on peut à cette époque dire que le facteur majeur était le facteur politique et socio-économique. Des gens marginalisés et qui se sentaient politiquement mis de côté et qui utilisaient l'islam comme moyen de mobilisation. Sur ce plan, les analyses de quelqu'un comme François Burgat, qui a beaucoup écrit et qui a écrit entre autres un livre qui s'appelle L'islamisme en face et qui intervient beaucoup sur la Syrie et l'Irak ces derniers temps, ces analyses me semblent valables pour ce moment. Mais c'est la moitié de l'analyse. Parce que quand pendant 30 ou 40 ans, depuis les années 70, on socialise des générations avec l'idée de penser la lutte en termes religieux, le facteur socio-économique perd son importance et c'est le facteur religieux qui devient la logique de la lutte. Et c'est ça que François Burgat ne fait pas dans son analyse. Il a fait la moitié de l'analyse et pas fait l'autre moitié. Alors, il y a ça qui arrive, donc la marginalisation des sunnites, leur mise à la porte, et en même temps, le gouvernement chiite qui est mis en place veut se venger de toute la période où les chiites ont été marginalisés par les sunnites, et il commence à avoir une politique, mais explicitement confessionnelle, en disant, si c'est chiite, ben on les incorpore au pouvoir, les sunnites, non. Il y avait quelques sunnites qui étaient incorporés au pouvoir, mais parce qu'ils avaient des avantages immédiats, sonnants et trébuchants. Mais sinon, les sunnites sont marginalisés. Alors, entre 2003 et 2008,
il y a une période assez mouvementée dans laquelle les alliances, la façon dont les groupes djihadistes qui se réfèrent à l'islam, la façon dont ils fonctionnent et recrutent varie beaucoup. Ils approchent les chefs tribaux sunnites en leur disant « Le régime ne va jamais vous donner votre place. Venez vous battre avec nous. » Les chefs tribaux sunnites collaborent quelquefois avec eux, les protègent des fois, et pendant quelques années après l'intervention américaine, jusqu'à 2006, il y a une activité de guérilla faite par les islamistes qui a l'appui des chefs tribaux sunnites. Mais à un moment donné, le gouvernement chiite est plus sensibilisé à cette question, fait un effort pour incorporer les chefs des tribus sunnites, il fait des promesses, et l'appui au groupe djihadiste baisse, et cet appui, ce facteur est combiné avec l'intervention américaine sur le terrain extrêmement forte, où l'armée américaine est là, elle combat, elle forme l'armée irakienne, et donc il y a à la fois une offensive militaire très forte contre les groupes djihadistes et une offensive politique de tentative de séduction des leaders sunnites par les chiites. Bon. Alors, on emprisonne beaucoup de gens, et cet emprisonnement a été un facteur clé, parce que dans ces prisons, les discussions allaient bon train entre les prisonniers sur comment chasser les Américains, comment renverser le régime chiite, et les alliances commencent à se tisser entre les diverses tendances islamistes qui parlent entre elles, qui se regroupent, qui se renforcent, où des leaderships émergent, et les anciens officiers de Saddam Hussein, qui étaient tous d'orientation laïque nationaliste et qui n'étaient pas du tout proches des islamistes. Alors, tant les Américains que le régime irakien ont pensé que les anciens officiers de Saddam sont tellement laïques et tellement combattu l'islam politique qu'ils ne vont pas s'allier avec eux. Mais dans le rapport de pouvoir qui s'est construit, ça a été plus simple ça a été pas plus simple, ça a été plus probable, je voulais dire, que ce type d'alliance se tisse, et elles n'ont pas donné immédiatement des résultats. Les alliances sont restées. La plupart de ces gens, dont al-Baghdadi, qui était Abu Bakr al-Baghdadi, qui est le chef actuel de l'État islamique, qui s'est proclamé calife, il était en prison en ce moment, il est resté 1 ou 2 ans, je crois, et puis il a été libéré avec beaucoup d'autres. Et si vous suivez les journalistes qui font des enquêtes sur cette question, ils vont vous révéler un détail cocasse, c'est que tous ces gens-là avaient des uniformes de prisonniers, et ils ont tous écrit les coordonnées des uns des autres sur leurs sous-vêtements. Et donc, c'est en sortant, ils ont revu cet agenda portatif, c'était leur iPad de l'époque, donc avec sur leurs sous-vêtements, tout l'ensemble des données, des coordonnées des autres personnes avec qu'ils ont rencontré en prison. Et pendant une période, ces contacts se sont faits de façon souterraine et avec évidemment quelques groupes djihadistes, mais qui n'étaient pas très efficaces et dont les leaders ont été tués les uns après les autres. Et ils attendaient que l'occasion se représente. C'est à partir de 2008, quand les leaders sunnites ont bien compris qu'ils n'auraient jamais de place dans le nouveau gouvernement, qu'ils continueraient à être marginalisés, que l'armée irakienne officielle se comporterait dans les villes sunnites non pas comme une armée nationale, mais comme une armée étrangère. On faisait des checkpoints, on réprimait les gens, on les empêchait de bouger, on les menaçait, on les exploitait. L'armée irakienne, qui est supposée être une armée nationale, sous la gouvernance américaine,
s'est comportée comme une armée d'occupation dans tous les villages à majorité sunnite. Résultat, ça a donné lieu à une radicalisation très grande. Et en 2006, on a commencé à voir déjà un groupe qui s'est détaché de Al-Qaïda sous Abu Mus'ab al-Zarqawi et qui a commencé à former une organisation qui s'appelait l'État islamique en Irak et au Levant. Alors, je suis plus sûr de la date exacte, là, c'est entre 2006 et 2008 que ça a commencé, et que cette organisation a commencé donc à recruter et à être beaucoup plus active, mais encore en mesurant le rapport de force. Et les discussions avec les anciens de Saddam Hussein commençaient, mais n'avaient pas encore abouti. Pendant cette période, ces groupes djihadistes donc faisaient la guérilla contre les Américains et contre le régime irakien, et ils se sont confessionnalisés de plus en plus avec le temps. Et donc leurs attaques n'étaient plus contre les représentants du gouvernement chiite, mais contre les citoyens chiites, contre les mosquées, contre des processions. Et en réponse, le gouvernement chiite s'est confessionnalisé de plus en plus. Et cette confessionnalisation a vu, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la religion, qui ont à voir avec les circonstances locales, le conflit interne à l'Irak sur la légitimité, qui doit être au pouvoir, est-ce qu'on doit être allié avec les Américains, est-ce qu'on est mieux de gérer nos affaires. Ce conflit-là s'est confessionnalisé, a pris la forme d'un affrontement sunnite-chiite, qui était la forme, enfin, l'apparence, alors qu'en réalité, en dessous de ce label et de ce clivage, il y avait un autre facteur beaucoup plus important, c'est la marginalisation de communautés entières et la prise de contrôle par un groupe du gouvernement. Ça a coïncidé avec la montée de l'Iran comme acteur politique dans la région. Alors, là rentre l'Arabie saoudite, qui commence à partir de 2006 pour justifier la mobilisation contre l'Iran, à utiliser la carte confessionnelle. Et les prédicateurs saoudiens commencent à faire des fatwas et des prêches où ils disent que les chiites sont des mécréants et qu'il faut les tuer. Parce que ce sont des gens, de mauvais musulmans, et pas de vrais musulmans du tout, et donc des ennemis et des mécréants, et ils citent le Coran et le Hadith, et ils citent toutes sortes de textes religieux à l'appui. Alors, vous avez ces facteurs qui convergent. Un facteur géostratégique, qui est l'Arabie saoudite, qui veut miner le régime irakien, parce que le régime irakien est chiite et qu'il est allié à l'Iran, et la mise à l'écart des populations sunnites, y compris les élites et les officiers de Saddam Hussein, et pas seulement les officiers, les employés de l'État, qui avaient eu le malheur d'accepter de signer une carte de membre du parti du Baas. Le régime irakien, sous la gouverne des Américains, a décidé de faire cette campagne de débaassification, donc de d'épuration de toutes les institutions, de toutes les organisations de l'État, parce que ce n'était pas vraiment institutionnalisé, donc de tous les ministères de l'État et tout ça, de les nettoyer des éléments qui étaient membres du Baas. Le Baas, c'était le parti au pouvoir sous Saddam Hussein. Or, sous Saddam Hussein, vous n'aviez pas le choix. Si vous étiez un tant soit peu intellectuel ou haut fonctionnaire, si vous ne signez pas la carte du régime, la carte du parti Baas, ça veut dire que vous étiez un ennemi. Donc, tout le monde devait la signer, même si on n'y croyait pas. Alors, en éliminant du pouvoir tous ces gens-là, toutes les élites sunnites de l'armée ou en dehors de l'armée ont été antagonisées et on finit par se dire, finalement, peut-être que notre salut vient dans l'émergence d'une entité sunnite. Et ça a été un facteur majeur. Après est venue la guerre en Syrie, et là, on rentre dans un autre type de dynamique. Parce qu'en Syrie, on a joué sur la carte chiite sunnite,
sauf qu'on a joué beaucoup moins qu'en Irak. C'est-à-dire que, en principe, au niveau du discours, l'État se voulait un État national laïque. Au niveau de l'armée, la grande majorité des soldats étaient des sunnites, alors que le régime était alawite, qui est une branche du chiisme. Les gens expliquent beaucoup la situation en Syrie actuellement comme une situation confessionnelle. Les chiites contre les sunnites, c'est pas vrai. Entre les années 2003 et 2010, le régime alawite, donc une branche du chiisme de Bachar el-Assad, collaborait et appuyait des groupes sunnites qui étaient les islamistes d'aujourd'hui, contre un autre gouvernement chiite qui était celui de El-Maliki en Irak, parce que ce gouvernement chiite était allié des Américains. Donc vous voyez, ce n'était pas la carte sunnite chiite qui jouait, c'est la carte, est-ce que vous êtes allié des Américains ou pas? C'est ça qui jouait. Rappelez-vous, l'Arabie saoudite, on parle d'aujourd'hui de l'Arabie saoudite, on dit qu'ils sont au Yémen en appui aux sunnites contre les rebelles qui sont d'orientation zaïdite, qui est aussi une autre branche du chiisme. Dans les années 60, l'Arabie saoudite, sunnite, s'était alliée aux zaïdites, chiites, contre les mouvements nationalistes. Alors, si on essaye de mettre de l'ordre dans cette dimension géostratégique, là je suis encore dans le domaine géostratégique, et je n'ai pas fini avec ça, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais si on reste dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'on constate? Que l'enjeu principal qui explique beaucoup de batailles aujourd'hui n'est pas sunnisme-chiisme. Ça a été instrumentalisé à partir de 2006, volontairement par l'Arabie saoudite, involontairement par les Américains. D'accord? Je ne crois pas que Paul Brenner, qui était le gouverneur, enfin, qui devait gérer la transition en Irak en 2006, pensait en termes religieux. Mais il avait dit, il a pensé en termes de débassification. Je veux éliminer tous les gens du Baas, et il s'est trouvé à jouer la carte sunnite chiite, à son insu ou pas, je n'en sais rien, mais ce n'était pas la logique première selon moi. Donc, c'est quoi l'essence de la chose? L'essence de cette dimension géostratégique, avant de parler des autres, comme je vous dis, c'est la plus structurante. C'est elle qui explique tout, pas qui explique, mais qui donne le cadre dans lequel les deux autres dimensions vont jouer. Mais c'est la dimension la plus importante. Cette dimension géostratégique, c'est la lutte qui dure depuis 200 ans entre deux orientations fondamentales, existentielles pour les sociétés arabes. Cette question est, est-ce que nous sommes avant tout arabes, égyptiens, algériens, libanais, ou avant tout musulmans? Je vais faire une petite parenthèse dans le temps, parce que je vous ai parlé du long terme et du court terme. Là, je vais parler un peu plus du long terme, quelques minutes avant de prendre une pause. Et vous voyez, j'ai parlé beaucoup plus que je n'avais prévu. Donc, après la pause, je vais terminer les autres dimensions et après, on ouvrira les questions. Alors, quand, avec le début de la modernité, la région arabe était restée sous l'Empire ottoman pendant 4 siècles. Elle était comme déconnectée et coupée de l'Occident. Avec l'expédition de Bonaparte en 1798, c'était le choc. D'un coup, les gens réalisaient, oups, il y a un monde à l'extérieur de nous qui est développé technologiquement, qui a des armes, qui a des sciences, et c'est un choc. Bon, comment on réagit à ce choc? Il y a eu 2 courants qui sont nés. Un courant représenté par l'État égyptien à l'époque, qui a succédé, enfin, qui a disons, à l'élite politique qui a pris le pouvoir après le départ de Bonaparte, qui était Mohamed Ali, qui était un gouverneur ottoman envoyé par la Turquie en Égypte. Le choix qu'il a fait, c'est on va se moderniser, on va apprendre de l'Europe le maximum. Il a modernisé les industries, il a envoyé les jeunes étudier en France. Il a invité des Français à rester puis à construire les facultés de droit, de médecine, les canaux, l'agriculture. Il s'est ouvert entièrement à l'Europe. C'est une tendance. Une autre tendance a dit, hey, attendez, on va perdre notre âme comme ça. Il faut retourner à nos valeurs et il faut essayer de moderniser l'islam. Et cette tendance a été articulée d'abord par un penseur
du nom de Al-Afghani, qui a eu des débats avec Renan en disant on peut moderniser l'islam. Et pendant le premier siècle, c'est-à-dire pendant le 19e siècle, tout le 19e siècle, la tendance intellectuelle majeure en réponse aux défis de l'Occident, c'était on va moderniser l'islam. Et il y avait une élite économique qui disait non, 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 on va s'occidentaliser. Bon. Ce clivage, on va s'occidentaliser, et un des aspects de l'occidentalisation, c'est se définir avant tout comme citoyenne de tel pays ou de tel pays, et non pas comme musulman. Et donc, vous avez eu ces deux courants, un courant nationaliste qui a eu tendance à être laïque, et un courant religieux qui a eu tendance à vouloir ancrer l'identité collective dans l'islam. Ce clivage est resté non résolu, mais non violent, jusqu'aux années 1950, jusqu'aux indépendances. Quand sont arrivées les indépendances, et qu'il a fallu non plus que les puissances coloniales gèrent le pays, mais que les locaux gèrent le pays, la question s'est posée. On va gérer le pays avec quel type de vision? Entre-temps, l'idée d'Al-Afghani de moderniser l'islam, face à l'impossibilité de vraiment progresser aux puissances coloniales, s'était radicalisée. Al-Afghani lui-même était un réformateur. Son premier étudiant, Mohamed Abdou, était un réformateur. Mais ensuite arrive le troisième disciple, Rachid Rida, qui lui commence à regarder du côté de l'Arabie saoudite et du wahhabisme d'une sorte de repli identitaire. Puis ça se radicalise avec Hassan el-Banna et Saïd Qutb. C'est Hassan el-Banna qui est le fondateur des Frères musulmans en 1928. Donc, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? C'est que ce clivage entre une identité nationale et une identité religieuse se radicalise avec les indépendances, et il prend des formes violentes quand les Frères musulmans commencent à assassiner les gouvernements, enfin les personnalités laïques, comme Abdel Nasser par exemple. Ils ont tenté, il y a eu 2 tentatives d'assassinat parce qu'ils voulaient plus de pouvoir. Et le clivage entre est-ce qu'on est d'abord musulman ou d'abord égyptien, d'abord nationaux, a pris une forme plus radicale et s'est exacerbé. Il y a eu ce clivage s'est manifesté sous forme de conflit entre les États. Alors, avec les indépendances, il y a eu 2 catégories d'États dans la région arabe. Les États qui se définissaient de façon nationale, issus de révoltes, après les indépendances, donc l'Égypte, l'Irak, la Syrie, la Libye plus tard, et ainsi de suite, et l'Algérie surtout, le Yémen du Sud, et les régimes traditionnels qui étaient les monarchies pétrolières d'une part, la Jordanie avec un roi et le Maroc avec un roi. Et là, les facteurs géopolitiques rentrent. Les puissances coloniales ont mis tout leur poids pour appuyer l'orientation islamiste contre l'orientation nationaliste. Depuis les années 50. C'est pas depuis la guerre de Syrie, là. Depuis les années 50, et même avant, je vous ai dit que l'Arabie saoudite est devenue un pays à cause essentiellement de l'appui britannique contre d'autres orientations plus nationalistes. Contre l'idée du shérif de la Mecque, Hussein, qui voulait faire un grand État arabe. On lui a fait des promesses, ensuite on a trahi ses promesses et on a préféré l'Arabie saoudite qui se définissait par l'islam. Et le choix de l'islam politique comme allié local dans la région pour servir les intérêts américains et occidentaux en général a été un choix consistant, profond et qui explique jusqu'à maintenant les choix qui sont faits maintenant. On a donc préféré appuyer les courants les plus religieux contre les courants nationalistes. Et c'est dans ce contexte-là que la première guerre d'Irak a eu lieu. Depuis les indépendances, depuis 1950, jusqu'au début des années 90, ça a été les courants nationalistes et laïques arabes qui avaient le dessus, qui avaient le poids politique, qui orientaient les politiques arabes et qui étaient les plus puissants, les plus prestigieux.
Et la politique occidentale a consisté systématiquement à les casser un à un. Nasser d'abord, en mettant Sadat au pouvoir. Sadat qui a commencé à flirter avec les islamistes. Ensuite, Moubarak, qui n'était pas du tout ni nationaliste, qui était surtout un régime opportuniste et qui se situait, si vous voulez, dans la mouvance de l'ordre néolibéral. Et puis, on a fait la guerre au régime nationaliste qui voulait contrôler le pétrole et l'utiliser pour le développement local. Et on a préféré appuyer l'Arabie saoudite, les monarchies, parce que eux, ils pouvaient servir, on pouvait plus les instrumentaliser. Alors la première guerre du Golfe de 1991 se situait dans cette optique-là. Ça a été le premier symbole, rappelez-vous, je sais pas, j'imagine beaucoup d'entre vous ont regardé les nouvelles à ce moment-là, en 91, et on a vu la destruction d'une capitale arabe en temps réel, live, à la télévision, comme si c'était un jeu Nintendo. Et il s'agissait avant tout de briser l'élan du nationalisme arabe. A suivi une période de 12 ans de sanctions qui a détruit l'Irak, complètement détruit l'Irak. Les sanctions étaient totales. Sur les crayons, pour que les enfants prennent à l'école, étaient interdits d'importation en Irak sous prétexte qu'il y avait du plomb dans les crayons et qu'on pouvait utiliser le plomb pour fabriquer je ne sais trop quoi. Et qu'il y a eu une destruction de la société irakienne qui a fait que quand on est arrivé en 2003 avec l'invasion américaine, tout ce dont je vous ai parlé tantôt devenait possible. Parce que la société était complètement déconstruite. Alors, c'est dans ce contexte-là que la mouvance de Al-Qaïda s'est transformée en État islamique avec comme option, non pas de faire de la guérilla ici et là contre les régimes corrompus et contre les Américains, mais de prendre le contrôle d'un État. Ça a été possible, je pense qu'il n'aurait pas... Les théoriciens du djihadisme ne l'avaient pas prévu comme ça. Mais avec la décomposition de la société irakienne, avec le clivage entre sunnites et chiites, et avec le fait que les sunnites se trouvaient concentrés dans certaines régions, avec le fait que les officiers de Saddam Hussein ont été marginalisés et qu'ils se sont ajoutés au groupe djihadiste, apportant une compétence militaire énorme, une connaissance des armes, des avions, des tanks, des armes anti-tanks. Et tout ça, plus le contexte politique, a permis à l'État islamique de s'étendre et de créer une base à partir de laquelle il a dit, voilà, on va créer un État islamique. Et c'est en 2014, après tout le pourrissement de la situation syrienne, où ils ont dit, d'accord, là on déclare non seulement un État islamique, mais je me déclare calife. Et El-Baghdadi donc s'est déclaré calife sur la base d'une logique religieuse, argumentée, expliquée, en disant qu'il a des origines familiales dans la famille du prophète et que ce califat répond aux exigences de l'État islamique. Donc il y avait une argumentation religieuse extrêmement développée. Ce n'était pas... Les gens qui disent non, le Daesh, là, la violence qu'on voit, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ce n'est pas vrai. Il y a un ancrage religieux qui est une lecture de l'islam, pas la seule, parce qu'il y a beaucoup d'autres lectures de l'islam, mais qui est une lecture de l'islam qui est légitime aux yeux des gens qui la mettent en œuvre et qui a permis de créer donc cet État-là qui a justifié ses moyens et sa guerre, là encore, par un retour au texte. Je vais revenir avec les deux autres dimensions, c'est-à-dire la dimension proprement religieuse et la dimension de marginalisation économique dont on a parlé un peu, mais l'articulation entre la marginalisation économique et l'appui occidental, il y a encore pas mal de choses à dire. Je
Je m'étais arrêté à l'idée que les facteurs géostratégiques jouent un rôle majeur. L'existence de les groupes, le fait de la révolte, c'est vraiment des facteurs sociaux et politiques. L'orientation qu'ils prennent, c'est des facteurs qui relèvent de la culture politique locale, incluant sa dimension religieuse. Et l'aide qu'ils reçoivent leur permet de décupler leur poids politique réel. Et on va voir tantôt comment ça joue pour ces groupes. Alors, ces deux grandes orientations, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est qu'il y a les États et les régimes. Il y a les régimes nationaux révolutionnaires, puis traditionnels conservateurs. Et ce clivage, il existe depuis le début de l'ère des indépendances des années 50. Les 30 premières années, ça a été les régimes nationalistes et d'orientation laïque qui avaient plutôt le vent dans les voiles, et donc c'est eux qui étaient dominants sur la scène politique, mais ils ont été combattus de façon vraiment très systématique par les puissances de l'OTAN, surtout le gouvernement américain et donc les anciennes puissances coloniales, qui leur ont préféré les groupes plus traditionnels. Et ceci, évidemment, s'articulait à ce grand clivage-là. Est-ce qu'on est avant tout des musulmans ou avant tout des Arabes ou des Égyptiens ou des Algériens, ainsi de suite. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est l'orientation identitaire islamique qui a le dessus et qui permet à ces groupes-là de djihadistes d'avoir un écho qui va bien au-delà de leur poids réel. Et je vais illustrer un peu ces éléments. Juste pour rappeler les choses, ce qui a permis tout ça, j'ai parlé rapidement de l'État inachevé et de la condition coloniale. Alors, j'ai beaucoup parlé du cadre géostratégique général. Okay? Maintenant, on va regarder en particulier depuis que l'État islamique et les autres groupes islamiques ont commencé à prendre vraiment du poids dans la région. Dans un premier temps, tant que c'était en Irak, ils étaient combattus par les États-Unis, combattus avec les pays de l'OTAN qui voulaient bien l'appuyer, mais appuyés par l'Arabie saoudite, qui est un allié des États-Unis. Alors vous voyez déjà la contradiction. C'est-à-dire les États-Unis essayent de contrôler ces groupes, mais leur meilleur allié et le nôtre, étant donné, parlant du Canada, c'est qui? L'Arabie saoudite, qui, elle, joue avec ces groupes. Alors, pourquoi elle joue avec ces groupes? D'une part, parce que ça permet de mobiliser les gens derrière cette mobilisation de type sunnite contre l'Iran et contre les alliés de l'Iran. Et c'est le facteur majeur. Mais avec l'entrée de la Syrie, là, on rentre dans un tout autre jeu. Pourquoi? La Syrie représente le dernier élément de cette mouvance nationaliste arabe. Alors, on peut la critiquer qu'en pratique, ils favorisent les élites alaouites et tout, c'est vrai, mais leur discours est un discours arabe et leur politique à long terme est une politique qui s'inscrit dans la logique du nationalisme arabe. Alors, le problème, c'est que cette politique est associée avec un régime dictatorial et très violent et très répressif. Alors, on pourrait dire, est-ce qu'ils ont des excuses? Pas vraiment. C'est-à-dire, c'est sûr que le régime syrien porte une énorme responsabilité dans la situation actuelle. Mais le fait est que s'ils avaient été un tout petit peu plus ouverts, ils se seraient fait renvoyer du pouvoir depuis le début. Alors, si on arrive avec la révolte de 2011, avec les révoltes arabes et le printemps arabe, qu'est-ce qui arrive? Comme dans les autres pays, les gens disent « il y en a marre des régimes dictatoriaux, on ne veut plus subir cela au nom de la défense de la révolution, la défense de la nation, c'est de la foutaise, on n'y croit plus et on veut des réformes réelles. » Et ils commencent à descendre dans la rue. Et c'est là que l'élément international rentre en jeu. Dès les premières semaines de la révolte syrienne, il y a des tireurs d'élite, des snipers, qui tirent à la fois sur les manifestants dans la rue et sur les soldats. Et donc, le gouvernement, avec
on peut lui reprocher un million de choses là. Je ne me comprenais pas mal, j'ai aucune sympathie pour ce type de dictature. Et en même temps, on voit que le gouvernement réagit donc par la force militaire à des attaques qui étaient militaires. Alors déjà, il était très répressif tout seul, ça veut dire même sans ça, il aurait réprimé. Mais avec les attaques militaires, la répression prend une autre dimension. Et des opposants syriens, tels que Haytham Manna'a, qui vit en Syrie, à Paris depuis des années parce qu'il serait mis en prison et probablement torturé s'il rentrait, lui avait dit depuis le début, il avait dit, si notre révolte se militarise, on est perdu. Et ce qui est arrivé, c'est que la révolte s'est militarisée par l'appui de 3 types de puissances. Alors, cet État islamique qui était l'ennemi des Américains devient tout à coup un allié parce qu'il est possible qu'il fasse tomber le régime de Bachar el-Assad. Et le régime de Bachar el-Assad, on veut le faire tomber pour des raisons globales et des raisons spécifiques. Les raisons globales, c'est qu'il représente ce nationalisme arabe, il ne veut toujours pas faire la paix avec Israël, il insiste pour avoir une politique autonome, indépendante, et donc c'est un empêcheur de tourner en rond. Mais en plus, il y a des raisons deux raisons spécifiques, une politique et une économique. La raison économique, c'est que le Qatar voudrait bien exporter son gaz à l'Europe par un pipeline, ou par un gazoduc qui traverserait l'Irak dans un premier temps, la Syrie, puis ensuite en Turquie, puis l'Europe. Bon. Pourquoi il voudrait le faire? Économiquement, il y a beaucoup de gaz, puis il voudrait pouvoir le vendre à l'Europe. Mais il y a un autre élément, c'est que ce gaz va permettre à l'Europe de ne plus acheter le gaz russe. Or, le gaz russe a été le moteur de la renaissance économique de la Russie. Et donc, si on veut encercler la Russie et l'étouffer économiquement, il faut que le gaz passe par la Syrie. Et comme le régime syrien empêche ça de le faire, il faut le faire tomber. Alors les Américains disent on le fait tomber parce que c'est un dictateur. Excusez-moi, l'Arabie saoudite, c'est notre ami. Okay? Si cette logique était vraie, on commençait par l'Arabie saoudite. Le droit des peuples, il y a les Palestiniens, qu'on écrase tous les jours avec des armes et de la propagande américaine. Et même notre gouvernement, que ce soit Trudeau, Mulcair ou Harper, première chose qu'ils disent, appui total à la politique d'occupation israélienne. Ils ne disent pas comme ça, ils disent appui total à Israël. Mais Israël, le problème, c'est qu'il y a une politique d'occupation. C'est-à-dire les territoires occupés sont reconnus comme étant occupés par le droit international, par l'ONU, même par les Américains et même par le gouvernement canadien. Alors, allez sur le site web du gouvernement du Canada, ministère des Affaires étrangères, département en anglais, et voyez les grands principes de la politique canadienne au Proche-Orient. Ils sont très biaisés pour Israël, mais ça, c'est pas grave. Il y a des principes très importants. Le gouvernement du Canada, officiellement, ne reconnaît pas l'annexion de Jérusalem. Considère que la Cisjordanie est occupée et que la 4e Convention de Genève s'y applique. Considère que les colonies de peuplement sont illégales et contraires à la paix. Alors, avec ces bases-là, c'est très important ça. Mais parce que le gouvernement ne peut pas dire le contraire, parce qu'il dirait le contraire, il mettrait à bas tous les principes du droit international. Et donc, sur papier, ce sont ces politiques, et dans la pratique, on appuie l'occupation. Mais le gouvernement sait qu'il y a une occupation, puisque dans son site web, il dit la Cisjordanie est occupée. Donc, il ne peut pas prétendre que non, ce n'est pas tout à fait une occupation. Lui-même, il dit que c'est une occupation, qu'elle est illégale aux yeux du droit international, mais par ailleurs, il l'appuie. Bon, alors, qu'on ne me fasse pas croire que la politique américaine ou canadienne envers la Syrie est mue par des objectifs d'appui à la démocratie. Bon, ça, c'est de l'ordre de la propagande. Maintenant, il y a un vrai problème démocratique, c'est sûr. Et il faut que le régime change. Et alors, comment? Alors, le choix qui a été fait depuis 2011, ça a été de donner de l'aide directe et indirecte aux rebelles en les baptisant démocratiques.
Alors, aujourd'hui, si vous regardez les groupes qui se battent sur le terrain, tous les groupes sont des djihadistes purs et durs. Tous. Okay? Les groupes démocratiques n'ont pas d'armes, n'ont pas d'armée sur le terrain. Ils ont des militants qui travaillent à construire des comités dans les villes. Ils font un travail extraordinaire et admirable, mais leur analyse ne tient pas compte de ces facteurs géopolitiques. Donc, par contre, ceux qui se battent, c'est les groupes islamistes. Alors, depuis le début. Et là, le temps ne va pas permettre, parce que si on avait une série de 3 ou 4 heures, là, je pourrais vous donner beaucoup de détails. Mais les Américains ont envoyé des armes en masse aux rebelles islamistes en disant ce sont des rebelles démocratiques. Ils les ont envoyés quelquefois directement, quelquefois via l'Arabie Saoudite, quelquefois via l'Europe, l'Arabie Saoudite payant les armes. Donc, un des exemples, c'est 3000 tonnes d'armes qui ont été envoyées à partir de la Croatie, je crois, payées par l'Arabie Saoudite avec des avions jordaniens qui sont allés mettre ces armes aux mains des islamistes. Quand la Russie s'est mêlée du jeu et elle a commencé à bombarder, qui ils ont bombardé? Il y a 2 groupes principaux maintenant. Il y a l'État islamique et il y a el-Nosra. El-Nosra, c'est le nom local de la mouvance Al-Qaïda de Ben Laden et de Zawahiri. Leur nom local, c'est el-Nosra. Alors, les Américains ont décidé d'appeler el-Nosra et ils les ont baptisés Opposition démocratique. Et quand les Russes ont bombardé el-Nosra, comment il s'appelle, voyons, un policier américain, non pas Kerry, son nom va me revenir, est allé dire attendez, vous êtes en train d'appuyer, d'en bombarder les rebelles démocratiques, alors que c'était le groupe El-Nosra. Les Britanniques ont mis 30 millions de dollars pour former les informaticiens qui font la propagande de Daesh sur le net pour recruter les jeunes. Un des terroristes qui était emprisonné à Guantanamo s'appelait Moazzam Beg. Il était britannique. Il a été libéré parce que, pour diverses raisons. Amnesty l'avait non seulement appuyé, mais l'avait pris comme porte-parole. Et à l'époque, ça avait causé une démission à la haute direction d'Amnesty qui disait qu'on conteste et qu'on lutte contre la torture, c'est tout à fait correct. Mais qu'on fasse un héros de quelqu'un qui a été torturé, c'est pas un militant des droits humains, là, c'est un islamiste pur et dur, djihadiste qui prône la violence. Là, le leadership d'Amnesty a dit non, t'exagères, et elle a renvoyé la personne. J'ai oublié son nom. Mais si vous regardez sur Amnesty, la controverse avec Moazzam Beg, vous allez avoir toute l'information. Aujourd'hui, on découvre que ce Moazzam Beg, c'est lui qui a recruté le fameux Jihadi John qui tranchait les têtes à la télévision. Et que les services britanniques, et tout ça c'est documenté, là, on n'est plus dans la théorie du complot. C'est-à-dire, j'ai vérifié des rapports très sérieux sur ces choses-là. Moazzam Beg a été interrogé par les services britanniques, et ensuite ils ont décidé de ne pas lui faire un procès. Comme avec beaucoup d'islamistes au Canada d'ailleurs. Et après, on dit on s'excuse, on n'avait pas assez d'arguments contre vous. Pourquoi on ne lui a pas fait un procès? Parce qu'on l'avait recruté pour que lui recrute des gens qui servent comme informateurs. Alors, il n'a pas servi comme informateur, mais il a recruté des gens. Et il a été, lui, le lien entre les services britanniques et les islamistes de l'État islamique. Alors, si on me dit, tu exagères, je vais vous dire, ces choses-là, je les dis depuis 2-3 ans, on me croit à moitié, mais depuis 2-3 mois, tout ça, ça sort de la bouche des officiels américains. Les derniers emails de Hillary Clinton qui sont sortis, qui ont été découverts et rendus publics par Wikileaks, donnent le détail, pas tellement pour la Syrie, mais pour la Libye, de tous les liens avec les groupes djihadistes qui ont eux-mêmes des liens avec les gens de Syrie. Vous avez entendu parler des 66 000 Toyota? Un convoi de 66 000 véhicules semi-blindés, des 4x4, qui traversent tout le désert pour être utilisés par l'État islamique. Alors, excusez-moi si vous avez déjà entendu cette comparaison que je vais faire là, mais je suis désolé, mais elle est bonne, alors je vais la refaire.
avec avec Google Earth, pardon, moi, je peux voir mon auto individuelle dans mon garage en satellite en temps réel. Alors, on va me faire croire que les Américains, avec leur système de satellite, n'ont pas vu une colonne de 66 000 véhicules semi-blindés voyager pendant quelques heures dans le désert. Ça a été à l'État islamique, par la Turquie. Et quand les Russes ont commencé à s'intéresser à la question, ils ont mis en Toyota à l'épreuve en lui disant « On veut savoir qui a payé ça. Sinon, on va t'accuser à toi, Toyota, d'appuyer les islamistes. » Il a dit « Non, moi, j'ai reçu tant de l'Arabie Saoudite, et tant de la Turquie, et tant de la Jordanie, et j'ai livré et du Koweït, et j'ai livré les véhicules à ceux qui l'avaient payé en Turquie et en Arabie Saoudite. » Et tout ça, ça s'est rendu à l'État islamique. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'appui occidental aux islamistes a été majeur, et sa logique principale est que ça va aider à faire tomber Bachar el-Assad. Et pourquoi on veut faire tomber Bachar el-Assad? Pour la raison économique dont je vous ai parlé, le gazoduc, mais pour une raison stratégique beaucoup plus large. Ça va permettre d'encercler l'Iran et éventuellement la Russie. Donc, on est dans un monde où on est en train de passer d'un monde unipolaire avec les Américains qui dictaient les règles du jeu à l'échelle internationale, à un monde multipolaire où la Russie, la Chine, le Brésil, les pays du BRIC jouent un rôle important. Et dans ce contexte, la Syrie est une pièce maîtresse. C'est le seul port de la Russie en Méditerranée. Et donc, pour les Russes, l'enjeu est majeur. Alors, je ne vais pas penser non plus que les Russes sont là pour défendre la démocratie, ni Bachar el-Assad pour ses beaux yeux. Ils ont des intérêts, mais leurs intérêts coïncident avec une vision nationaliste et d'une certaine indépendance locale. Pourquoi? La stratégie dans les pays du BRIC n'est pas une stratégie unipolaire. Ce n'est pas un pays qui veut contrôler les autres. Les règles du jeu que la Chine et la Russie sont en train de construire sont des règles du jeu plutôt participatives du point de vue des États. Et donc, ils veulent laisser une certaine place à la Syrie, mais aussi aux autres pays du BRIC, à l'Iran. Et donc, l'enjeu pour les Américains est absolument majeur. Il faut que Bachar tombe, quel que soit le prix. Et le fait d'appuyer des islamistes ne pose aucun problème moral. Brzezinski a écrit dans ses documents en parlant de l'Afghanistan. Il dit alors, nous avons créé un réseau de quelques dizaines de milliers de fous de Dieu, et ils ont fait quelques actes terroristes. Ça valait largement la peine pour faire tomber l'Union soviétique. Et donc, il y a une sorte de cynisme parmi les dirigeants qui sont prêts à appuyer les groupes les plus djihadistes dans la mesure où ça sert ce but-là. Maintenant, excusez-moi, je parle trop et le temps passe vite. Je veux quand même laisser un peu de temps aux questions. Je veux juste parler rapidement de la dimension idéologique et religieuse. Parce que les gens disent, ben oui, vous voyez, c'est toutes des affaires géostratégique, de géopolitique. Les jeunes, on les recrute parce qu'ils sont marginalisés, ils n'ont pas de travail. Le régime de Bachar est devenu néolibéral en 2006. Il a laissé tomber l'agriculture dont il s'occupait beaucoup. Ça a créé un prolétariat agricole qui n'avait pas de job, qui ont été facilement recrutés. C'est vrai. Mais une fois que ces gens sont recrutés, pourquoi ils en arrivent à dire nous allons détruire les villages chrétiens, nous allons tuer les femmes yézidites, et nous allons convertir les gens de force et les faire payer des taxes s'ils ne veulent pas se convertir. Alors, toutes ces idées que je viens de dire sont, et je ne suis pas sûr que je vais avoir le temps de le faire, là peut-être qu'on le fera après 9h30 pour ceux qui veulent rester, parce que je vais laisser une place aux questions. Alors, je vais juste vous donner, vous dire ce que j'aurais pu vous montrer si on avait eu le temps. El-Qaradawi, qui est le leader du Conseil mondial de la fatwa et du Conseil européen de la fatwa, je l'ai en vidéo, qui dit il faut absolument
tuer les mécréants parce que c'est comme ça que l'islam s'est étendu et c'est comme ça qu'il va pouvoir se réétendre. Ça, c'est un modéré. Une autre vidéo d'une professeure de l'université du Azhar, une femme, qui est professeure à l'université du Azhar. L'Azhar, c'est la plus grande institution de recherche et de pensée islamique presque dans le monde, et certainement dans le monde sunnite, c'est une des plus importantes. Elle est au Caire. Elle a formé des millions des centaines de milliers d'imams depuis un bout de temps. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle dit? Elle va à la télévision, et je l'ai, qui dit c'est correct pour des musulmans de réduire en esclavage sexuel les femmes des villages que des musulmans conquièrent. Donc, si une armée islamique envahit un village, c'est tout à fait correct de réduire ces femmes, de les prendre comme butin de guerre, de les mettre en esclavage et de les vendre dans un marché aux esclaves à l'encan. Et c'est ce que l'État islamique fait. Trancher les têtes, l'Arabie saoudite l'année passée a tranché plus de têtes que l'État islamique. Alors, toutes les pratiques qu'on juge comme étant barbares et qu'on dit l'État islamique fait des choses horribles, elles sont enseignées et proposées comme étant le vrai islam par un courant très central, très dit modéré dans l'espace public arabo-musulman. Et je vous ai dit une vidéo, j'en ai une quinzaine de toutes sortes de leaders. Il y a un fameux débat à la télévision qui a eu lieu entre un doyen de l'université du Azhar et un professeur, un avocat égyptien, qui est arrivé à la télévision avec une pile de livres, en disant « Voici ce que vous enseignez dans vos écoles secondaires », parce que l'Azhar a 4000 écoles secondaires à l'échelle de l'Égypte. 4000. Et il lui a dit « Voilà », il a ouvert la page et il dit « Je lis. Vous enseignez que celui qui ne va pas à la prière, il faut lui trancher la tête. » Et le type, le doyen du Azhar dit « Non, attendez, vous exagérez. Les gens peuvent être malades, ils peuvent avoir de bonnes raisons de ne pas aller. Et dans ce cas, il ne faut pas leur trancher la tête. » Et l'avocat lui dit « Non, moi je parle des gens qui disent « Je ne veux pas aller prier. » Et là, le leader, le doyen du Azhar dit « Oui, dans ce cas, il faut leur trancher la tête. » Alors, ce courant, pour ne pas vous donner une fausse image de l'ensemble, n'est pas le seul, il est contesté. Et en fait, il n'est même pas majoritaire dans l'histoire de l'islam. Il est majoritaire uniquement maintenant. Pourquoi? Alors, avant de dire pourquoi il est majoritaire, je dois vous dire qu'il y a un courant très fort qui lutte contre ça. De gens qui sont anti-fanatiques, qui sont pour une lecture beaucoup plus ouverte, qui peuvent être d'orientation soufie ou bien laïque tout simplement, qui s'organisent, qui s'affirment, qui font des émissions de télévision et qui se font mettre en prison par le gouvernement égyptien qui se dit réformateur. Aujourd'hui, le gouvernement de Sisi met en prison des gens comme Islam el-Bouhairi, qui est quelqu'un qui propose une lecture beaucoup plus démocratique des textes religieux. Il y a dans les textes religieux des versets qui encouragent au respect de l'autre, à l'ouverture, à la tolérance, et ils sont nombreux. Et il y a des versets qui disent qu'il faut faire la guerre et qu'il faut trancher la tête des mécréants et qu'il faut les poursuivre et qu'il faut les faire souffrir en les tuant, pas juste les tuer, pour défendre l'islam. Il y a les deux. Et les deux doivent être contextualisés. Les deux, pour bien les comprendre, il faut savoir quand est-ce qu'ils ont été inscrits dans le Coran, pourquoi, dans quelles circonstances et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui veut trouver des raisons d'ouverture va le trouver. Quelqu'un qui veut trouver des raisons de prendre les femmes en butin de guerre et en esclavage va trouver aussi. Okay? Les deux existent. Et ce qui explique que ce soit telle tendance plutôt que telle tendance qui domine, ce n'est pas le texte. Parce que le texte donne lieu à ceci et à cela. Il faut chercher l'explication en dehors du texte. Et il faut voir comment on instrumentalise le texte. Mais le point important, c'est que le texte est instrumentalisable. Dans un sens et dans l'autre. Dans les tendances soufis qui prônent
l'ouverture, l'amitié, l'amour, c'est dans le texte aussi. D'accord? Maintenant, pourquoi cette tendance-là est devenue dominante en ce moment? Je vous ai parlé brièvement du wahhabisme. Dans les années 70, avec la guerre de 73, le prix du pétrole a monté 10 fois en l'espace de quelques semaines. L'Arabie saoudite s'est trouvée assise sur une fortune extraordinaire, qui était captée non pas par un État, mais par un clan, le clan de Saoud. Comment justifier ce type de système? On ne peut pas le justifier par référence à la démocratie, pas par la justice. On va le justifier comment? En proposant une lecture de l'islam, qui est celle de Abdel Wahhab, avec qui l'alliance a été faite au XVIIIe siècle et de nouveau au début du XXe siècle pour fonder l'Arabie saoudite avec la bénédiction et l'aide des Britanniques. D'accord? En propageant cette vision du monde, ben, on s'assure que la contestation ne va pas venir. Et donc l'Arabie saoudite, depuis les années 70, 73, a mis 90 milliards de dollars, je dis bien 90 milliards de dollars, c'est énorme à imaginer. Imaginez 90 millions, mais c'est 90 milliards pour cette propagande qui a fait que les valeurs, les visions du monde radicales wahhabites sont devenues quotidiennes chez beaucoup de gens. Pour ceux d'entre vous, il y en a quelques-uns que je vois, je suppose, qui parlent arabe. Écrivez Nasser Hijab. Vous allez tomber sur une vidéo, qui est probablement traduite d'ailleurs, où Nasser raconte la chose suivante. Il dit, Nasser, tout ça c'était dans les années, je ne sais pas si c'est la fin des années 50 ou 60. Il dit, je suis allé voir le chef des frères musulmans pour négocier avec lui des questions politiques, leur participation au pouvoir. Et il dit devant la foule de 2000 personnes qui l'écoutent, il dit, imaginez ce qu'il m'a demandé. Il dit, il m'a demandé d'imposer le hijab à toutes les femmes d'Égypte. Et là, la salle part à rire. Personne n'était voilé à ce moment. La salle part à rire. Et lui, il rit de bon cœur, là, il rit, il a l'air vraiment de s'amuser. Bon. Il dit, je lui ai dit, tu as une fille qui est à la faculté de médecine et qui ne porte pas le hijab. Tu n'arrives pas à imposer le hijab à ta fille et tu veux que moi je l'impose à 10 millions de femmes égyptiennes. Et là, la salle part à rire de nouveau et lui part à rire. C'est pour vous dire un peu l'état d'esprit dans lequel on était dans les années 60. Okay? Aujourd'hui, plein de gens pensent que le hijab est une obligation. Et à côté, le problème n'est pas le hijab. Le hijab, c'est un bout de tissu. Okay? Le problème, c'est ce qui vient avec. Hein? Les valeurs, comment on se comporte. Est-ce qu'on a le droit de saluer des non-musulmans? Alors là, si on avait un autre 2 heures, je vous aurais montré des vidéos où des gens, des chefs religieux tout à fait modérés, mainstream, enfin, pas tout à, bon, pas vraiment mainstream, plutôt salafistes, mais pas violents, pas de ceux qui prônent la violence, ok? Parmi les salafistes quiétistes, qui disent il ne faut pas dire bonne année aux chrétiens. Parce que si vous leur dites bonne année ou joyeux Noël, c'est comme si vous reconnaissiez leur fête et si vous reconnaissiez que Jésus est le Fils de Dieu. Et ça, c'est contre notre religion. Donc, il ne faut pas les saluer. Et j'ai des vidéos qui montent dans la banlieue de Londres, siège du multiculturalisme, donc des prédicateurs à Londres qui disent il ne faut pas saluer les chrétiens, il faut que les filles s'assiedent d'un côté de la salle, et ainsi de suite, au point que le Haut Conseil des universités britanniques a émis une fatwa, une recommandation, je parle du Haut Conseil des universités britanniques, disant que quand il y a certains prédicateurs qui viennent, vous pouvez séparer les hommes et les femmes dans les salles de cours en Grande-Bretagne. Alors, le Conseil britannique fait ça. Évidemment, il y a eu un tollé, il a reculé. Il a fait marche arrière là-dessus. Mais c'est pour vous dire l'état d'esprit qui fait que on a tendance à ne pas comprendre l'enjeu véritable de ce que signifie le salafisme, parce que ce n'est pas juste une question
de voile. Maintenant, juste pour ne pas être mal compris, là, je ne suis pas opposé au port du voile. Je ne parle pas du niqab, je parle du voile qui couvre les cheveux dans la fonction publique ou n'importe où ailleurs. C'est pas, je pense que cette bataille-là, elle a été déjà perdue il y a quelques années. Ce n'est pas sur ça qu'il faut faire la bataille, c'est sur vraiment les rapports sociaux et les règles du vivre ensemble. Bon, alors, comment conclure tout ça? Je veux dire que la compréhension de ce qui se passe avec Daesh ne peut pas être faite en disant c'est uniquement l'islam. Elle ne peut pas être faite en disant c'est uniquement la marginalisation des jeunes en France de banlieue qui sont allés tuer. Elle ne peut pas être faite en disant c'est les Américains qui manipulent. Et ces trois énoncés, moi j'ai des amis proches, universitaires, qui les font tous les jours sur leur page Facebook en disant ah, mais tu ne vois pas, toi tu es naïf, c'est les Américains qui manipulent tout, c'est les Israéliens qui manipulent tout. Ou d'autres qui me disent, mais non, c'est l'islam est comme ça, là, il n'y a pas moyen de le changer. Et d'autres qui disent, non, c'est la marginalisation économique. Et je pense qu'on ne peut pas. Ce que j'ai voulu communiquer aujourd'hui, c'est que ce qu'on voit avec Daesh ne peut être compris que si on intègre ces trois dimensions. Qu'on explique la révolte par l'existence d'une révolte, par la frustration, par la marginalisation économique. L'orientation qu'elle prend, la désignation de qui est l'ennemi, comment on va faire avec l'ennemi, comment on va traiter, ça ne s'explique que par le recours à la culture politique, tribale d'une part, religieuse d'autre part. Et en troisième lieu, le pouvoir de ces groupes, leur capacité d'action ne peut s'expliquer ni par le premier facteur, ni par le deuxième, mais par le fait qu'ils sont instrumentalisés dans des luttes de pouvoir géostratégiques où il faut déstabiliser les régimes laïques, prendre pour excuse qu'ils sont répressifs, et ils le sont, mais pour les remplacer pour quelque chose qui est 10 fois plus destructif. Le chaos actuel en Syrie et en Irak est 10 fois plus destructif que le régime répressif de Saddam ou de Bachar, et les deux, à terme, allaient changer peut-être plus vite qu'on ne pense, et certainement plus vite qu'avec la révolte. Plus vite. La Syrie et l'Irak sont détruites pour 30 ou 40 ans maintenant. Alors, qu'on ne dise pas, c'était la seule façon de lutter contre ces dictatures. Ce qu'on a fait est beaucoup plus destructif que les dictatures, et ces deux pays vont prendre peut-être 30 ou 40 ans pour se remettre. Alors, c'est l'ensemble de ces éléments que j'ai voulu vous présenter de façon très brève. Et voilà, donc je vous remercie et on a le temps pour des questions. Parlez au micro, si vous permettez. Bonjour, c'est Yahya Arkat, journaliste. Le terrorisme islamiste est dans une logique de prise de pouvoir. On ne fait pas du terrorisme pour tuer un chrétien, pour le tuer. On fait du terrorisme, à la limite, avant l'émergence de l'État islamique. En Algérie, on a vécu ça. Les terroristes étaient dans une logique de prise de pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut prendre les armes, prendre le maquis pour arriver au pouvoir, pour s'imposer. Dans ce cas, est-ce que vous pensez qu'on peut lutter contre le terrorisme sans s'attaquer à sa dimension idéologique, c'est-à-dire à sa matrice idéologique qui est le wahhabisme? Ce qui m'amène à dire, parce que les terroristes veulent arriver au pouvoir, dans l'Occident, c'est la démocratie, c'est les bulletins de vote. Est-ce que le terrorisme islamiste est soluble dans la démocratie? Oui. Évidemment, non. D'après moi, non. Alors, la question, c'est comment lutter. Allez-y. Pour terminer, vous avez évoqué tout à l'heure les Toyota de l'État islamique, sa logistique. À combien vous pouvez estimer, en tant qu'expert, les effectifs de l'État islamique qui sont venus de partout maintenant? On trouve des Européens, des Américains, des Africains. Oui, d'accord. Merci. Alors, je commence par la dernière question. Je ne fais pas de recherche sur le terrain. Donc, si je dois estimer, je vais voir ce que les experts qui font de la recherche sur le terrain disent et je vais voir ce qui me semble le plus raisonnable. Les estimés les plus crédibles que j'ai vus par des gens comme Pierre-Jean Luizard, dont je recommande fortement le livre qui s'appelle « Le piège Daesh ». Pour ceux qui voudraient pousser la réflexion un peu plus loin, c'est un excellent livre. Il estime ça à 30 à 50 000 personnes. Donc, pourquoi 30 à 50? Pourquoi c'est tellement vague? Parce que ça change, ça fluctue. En ce moment,
il y a un recul des groupes terroristes sur le terrain et une avancée de l'armée syrienne avec l'appui des Russes. Et donc, il y a beaucoup de gens, en fait, depuis un an, l'incapacité des groupes terroristes à renverser le régime est devenue claire. C'est-à-dire, depuis un an, il est devenu clair que ce type de fonctionnement pouvait détruire la Syrie, mais il n'allait pas renverser le régime. Et les défections ont commencé il y a un an. Et ceux qui ont alerté les puissances européennes sur cette folle politique d'appuyer ces groupes, ça n'a pas été les politiciens français, ça a été avant tout les services de renseignement français qui ont dit aux politiciens, attendez, ces gens que vous encouragez à aller se battre là-bas, et ces gens que vous financez, ils vont revenir chez nous un jour. Et ils vont faire du terrorisme local. Et lisez, il y a plusieurs agents de renseignement d'envergure, là, des grands directeurs qui ont écrit des livres là-dessus. Je n'ai pas la liste en tête comme ça de mémoire. Mais qui ont alerté les autorités françaises sur le fait que ces gens vont retourner. Donc, on estime à 30 à 50 000 avec des fluctuations et qui viennent d'à peu près tous les pays. Pourquoi? Parce que leur définition de la lutte est une internationale. Il y a même des gens comme Burga qui étaient tellement enthousiastes à voir cette lutte qu'ils disaient c'est la même chose que les gens qui allaient se battre contre le fascisme en Espagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, tu sais, entre les deux guerres plutôt. Et donc, je pense qu'il y a une internationale qui est mue par cette dimension idéologique, mais je pense que la seule façon de lutter, ce n'est pas une condition suffisante, mais elle est nécessaire, c'est de lutter contre les parrains de cette idéologie. Or, les parrains de cette idéologie, qui sont le régime saoudien, sont nos meilleurs alliés. Et on les protège, on leur vend des armes pour les protéger. J'ai entendu le ministre, les bras m'en sont tombés, qui disait oui, mais on a eu des garanties qu'ils ne vont pas les utiliser contre leur peuple. Le problème n'est pas contre leur peuple, ils sont en train de les utiliser au Yémen. L'Arabie saoudite a détruit au Yémen plus de patrimoine culturel mondial que Daesh en Syrie, en bombardant le centre-ville de Sanaa. Donc, nos meilleurs alliés sont les Saoudiens, qui sont les parrains de ces groupes et qui sont la source de cette pensée. Donc ça, c'est une condition nécessaire. Si vous me dites c'est quoi les moyens, écoutez, je ne pense pas que personne n'a une solution magique. C'est un bras de fer qui va durer des années. On a créé un monstre et ce monstre, il n'est pas facile à défaire. Pourquoi? Quand, au début d'une lutte, les gens invoquent le wahhabisme ou la religion pour mobiliser leurs troupes et qu'ils le font, que ça dure quelques années, on peut dire c'est une lutte avant tout socio-économique ou politique qui s'exprime dans le langage de la religion, comme le dit François Burga, qui est le politologue spécialiste de l'islam le plus en vue actuellement en France, ben, un des plus en vue avec Pierre-Jean Louisard. Okay? Mais quand vous faites ça pendant 3 générations, que depuis les années 70, c'est la culture qu'on inculque. Même en Tunisie, il y a un ancien ministre de l'Éducation qui était ministre dans les années 80. C'est maintenant, il y a 2 ans, qu'il a pu écrire un livre qui expliquait comment la pensée wahhabite a pénétré les écoles tunisiennes. Parce que les gouvernements en place, pour avoir la paix avec les islamistes, leur disaient « Ok, faites ce que vous voulez dans le ministère de l'Éducation, dans les écoles, mais foutez-nous la paix, excusez-moi du terme, mais ne venez pas nous empêcher de mettre en place nos politiques dans le domaine de la politique, des politiques économiques, par exemple. » Et donc, les groupes islamistes les plus radicaux et les plus conservateurs ont contrôlé le contenu des programmes académiques au primaire et au secondaire dans plusieurs pays arabes. Quand vous faites ça pendant des générations, vous aboutissez à une situation où ça devient la culture dominante. Un journaliste égyptien a écrit il y a 2 ou 3 mois, a fait état d'une entrevue qu'il a eue avec un jeune étudiant en médecine à l'université du Caire, à qui il demandait toi, tu te sens plus proche de musulmans malaisiens ou bien de ton concitoyen copte chrétien, qui a la même culture, le même langage que
vous voyez un copte et un musulman en Égypte, vous ne pouvez pas distinguer lequel est lequel. Okay? Et là, il lui répond, non, moi je suis plus proche d'un Malaisien parce que c'est mon frère dans l'islam. Le copte, c'est un étranger, c'est un ennemi. C'est son voisin de palier. Vous voyez? Alors ça, il y a un effet cumulatif avec le temps de l'idéologie wahhabite qui a imprégné les cultures arabes et qui se manifeste en situation de migration aussi par des demandes non raisonnables d'accommodement. Bonjour, je m'appelle Julien Bertrand, étudiant. Je voulais savoir c'était quoi l'intérêt de la Turquie à se mêler, à déstabiliser la Syrie. Oui. Bon, vous avez une autre heure? Très brièvement, la Turquie a un gouvernement qui se dit islamiste modéré et démocratique. Mais en même temps, la Syrie a des rêves de grandeur dans le monde arabe où elle se voit à nouveau, comme ça l'a été pendant 4 siècles, à la tête d'un empire. Quand on a vu El Nahda arriver en Tunisie suite aux révoltes arabes, les frères musulmans en Égypte, la Turquie a négocié avec Bachar el-Assad pour qu'il accepte les frères musulmans dans le gouvernement, qu'il nomme des ministres membres des frères musulmans. Bachar el-Assad a refusé. Ils ont dit à ce moment, non, on va se battre contre toi à cause de ça. Donc, ça ne se résume pas à ça, l'intérêt de la Turquie, d'accord? Mais la Turquie faisant partie de l'OTAN, elle est opposée à la Russie, elle est opposée à l'Iran à la fois comme puissance montante, l'Iran, alors que la Turquie est déjà une puissance assez bien établie. Et donc, il y a un désir d'hégémonie dans la région qui fait qu'elle s'est alignée avec les groupes islamistes et que pour elle, l'enjeu, c'est les Kurdes, ce n'est pas les islamistes. Donc, elle a utilisé les islamistes pour aller bombarder les zones kurdes. Et quand la Turquie a dit d'accord, il faut se battre contre Daesh, je vais faire partie de la coalition, les premiers raids, ils ont bombardé les Kurdes, pas les islamistes. Alors, en très résumé, je dirais, son intérêt, c'est qu'elle est alignée avec les puissances de l'OTAN contre les forces réellement démocratiques. Et on l'a vu au niveau de la démocratie récemment, parce que la Turquie disait toujours, voilà, nous on est un exemple de gouvernement islamiste démocratique. Mais quand à peu près 1000 universitaires turcs, 1027 ou 1127, j'ai oublié le chiffre exact, il y a 2 ou 3 semaines, ont signé une pétition pour demander plus de liberté, ben, ils ont été convoqués, certains ont été renvoyés par leur direction, et il y a un mouvement de solidarité internationale pour ces universitaires. Et là, il s'agit d'universitaires turcs qui demandaient plus de démocratie, et la réponse a été une réponse extrêmement répressive. Alors, c'est pour vous dire que la Turquie est limitée à la fois par l'idéologie de son gouvernement, qui est islamiste modéré, islamiste, et qui ne voit pas de problème à travailler avec les islamistes les plus radicaux de Daesh, avec l'idée de former une sorte d'internationale sunnite, pas musulmane, mais sunnite, contre les chiites. Alors, il y a cette idéologie, et puis il y a des éléments de géopolitique plus locale, de vouloir être le dominant dans la région, parce que économiquement, c'est payant d'être dominant dans la région. La Turquie a des multinationales de construction, d'industrialisation qui travaillent dans tout le Proche-Orient. Et donc, l'enjeu économique est gros pour elle, et l'enjeu du lien avec le Qatar est gros. Et donc, le régime syrien de Bachar el-Assad était un obstacle, et pour la Turquie, il fallait le détruire à 100%. Voilà. J'aimerais avoir vos commentaires sur 2 points. Comment voyez-vous, sur le plan de l'apprentissage de la vie ensemble entre les chrétiens occidentaux et les musulmans, le phénomène des réfugiés, légèrement ici au Canada, mais de façon importante en Europe? Est-ce que cela est susceptible d'avoir une influence? Mon 2e point, est-ce que le rapprochement entre l'Europe, les États-Unis et l'Iran, au fil des années qui viendront, est susceptible d'avoir une influence sur l'équilibre des forces pour ramener l'Arabie saoudite à une place plus acceptable?
Oui. Alors, pour la première question, il y a une difficulté, évidemment, mais il ne faut pas trop paniquer avec ça. Je veux dire, la plupart des réfugiés arrivent parce qu'ils ont voulu fuir un régime répressif et beaucoup parce qu'ils ont voulu fuir justement l'État islamique. Il y a un État islamique et s'ils l'aimaient, ils auraient été se reloger dans les zones contrôlées par l'État islamique. Parce que cet État islamique, même si on met toujours le mot État entre guillemets, il fonctionne comme un État, avec des programmes d'aide sociale, d'éducation, des diplômes qu'il donne à la fin, un système de taxes, un système des administrations hiérarchiques plus démocratiques que celles du gouvernement irakien actuel, dans le sens où elles sont contrôlées par le peuple. Une des choses que les islamistes de Daesh ont fait dès qu'ils ont pris le contrôle de divers villages, c'est qu'ils tuaient sur la place publique, ils condamnaient à mort et les tuaient sur la place publique les gens qui étaient associés au régime et qui étaient corrompus. Et ils remettaient le pouvoir tout de suite aux élites locales en leur disant c'est vous qui dirigez, c'est pas nous, mais avec des règles. Vous mettez le drapeau de Daesh et aucun autre drapeau, pas de drapeau irakien, juste le drapeau de Daesh. Et vous appliquez les principes de base de la charia, donc les femmes sortent avec le voile, les hommes doivent laisser la barbe, pas d'alcool et des trucs comme ça. Et les gens disaient, bon, finalement, c'est avec réticence qu'ils se sont laissés aller. Et puis dans les zones où ils ont accepté de jouer le jeu, ils ont trouvé que leur quotidien était mieux que sous le régime de l'État en tant que tel. Et donc, il y a cet élément. Donc, effectivement, ça pose un problème, mais moi, je crois que le problème n'est pas majeur. Deux, il est soluble dans le sens que même sans réfugiés, vous allez toujours avoir une ou deux personnes qui trouvent merveilleux cette image de révolte contre le système établi. Puis il y a beaucoup de romantisme. Hein, on a vu même des Québécois convertis à l'islam qui ont voulu faire des actes de bravoure de type terroriste. Donc moi, je ne pense pas que les réfugiés vont augmenter le problème. Au contraire, je pense que l'accueil aux réfugiés va dédramatiser la question et va au contraire faire dire aux gens, ben oui, on est accueillis, on est respecté ici. Moi, je ne crois pas que le problème soit de là. Maintenant, il y a une différence entre l'alarmisme et l'analyse. Si on analyse les événements de Cologne, par exemple, je ne crois pas que ça n'a rien à voir avec Daesh ni avec l'islamisme. Ça a à voir avec une culture patriarcale qu'il faut analyser. Et l'élément culturel est un facteur, selon moi, mais ce n'est pas c'est une difficulté à laquelle il faudra se confronter. Mais à moyen terme, même pas à long terme, à moyen terme, les gens comprennent le système et rentrent dans le système. Même les islamistes qui sont au niveau social les plus conservateurs ici sont entre guillemets, de bons citoyens qui ne font pas d'histoire, qui ne font pas de violence. Alors, moi, je n'aime pas leur orientation idéologique, mais je veux dire, la démocratie et la tolérance, ce n'est pas d'accepter juste les gens qui sont comme nous, c'est aussi d'accepter les gens qui ne sont pas comme nous et qu'on n'aime pas trop. Cependant, il faut être très strict sur deux choses, sur la question de la violence et sur la question des règles qui gèrent l'espace public. Faire quelque chose comme ce qu'a fait le Conseil des universités en Grande-Bretagne en disant « OK, pour les accommoder, on va ségréguer les classes à l'université », je trouve que c'est très grave, extrêmement grave. Ça, c'est un problème. Voyez? Et le problème vient de l'incompréhension de certains courants qui se pensent progressistes, qui veulent être accueillants et qui ne voient pas les conséquences de leurs actes. Ça, je pense que le danger vient beaucoup plus de ça que des réfugiés eux-mêmes. L'Iran, je pense que... Alors oui, l'Iran, les États-Unis, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils ont signé l'entente avec l'Iran. Ils ont signé parce que le rapport de force a changé. Je crois qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas continuer avec leur même politique unipolaire dans la région. Et l'administration américaine est divisée sur la question de l'Arabie saoudite. Il y a beaucoup de gens parmi l'administration qui sont très mal à l'aise avec l'orientation pro-Arabie saoudite. Donc, il y a une tendance qui dit en ayant des rapports corrects avec l'Iran, on va diminuer le rôle de l'Arabie saoudite
et ça va nous permettre d'être un peu plus critiques de ça. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui n'ont pas avalé le fait que 18 pages du rapport sur le 11 septembre ont été complètement censurées parce qu'il parle du rôle de l'Arabie saoudite. Okay? Donc, il y a une critique et de ce point de vue, ils se rendent compte que l'Iran, même avec un discours extrêmement radical, la société iranienne est en train de se séculariser. Et que pour la grande majorité d'Iraniens, 70% des Iraniens en bas de 30 ans, la révolution islamique, c'est le passé. C'est ce qui est dépassé, c'est l'arriération. Et on est déjà ailleurs. Et donc, je pense que les États-Unis ont fait le bon choix en s'ouvrant avec l'Iran, en ouvrant les relations diplomatiques avec l'Iran. Il faudrait que le Canada fasse de même, mais aussi en faisant confiance à l'intelligence des gens et en se disant que en ayant des rapports bilatéraux de ce genre, on va aussi avoir du contrôle sur l'armement nucléaire. Et là-dessus, je ne vais pas laisser passer ça sans souligner l'hypocrisie, parce que, vous savez, il y a une métaphore que j'aime bien utiliser, c'est que le nucléaire, ce n'est pas une question municipale. Okay? Dans le sens où quand une bombe explose, ce n'est pas, c'est pas juste, c'est à des milliers de kilomètres que ça joue. Et donc, si on veut parler du nucléaire et de la dénucléarisation, il faut parler du nucléaire israélien, qui ont au moins 200 têtes et sinon 400 têtes. Et si on est sérieux par rapport à combattre la militarisation nucléaire, ben, il faudra aborder cette question aussi. Et ça fait partie de l'hypocrisie et du double langage de nos gouvernements démocratiques, y compris les plus libéraux, au sens philosophique. Je vais vous remercier de votre patience et d'avoir pris le temps. Et une prochaine fois.